Donc, bonjour, chers amis, chers collègues. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière séance qui va porter essentiellement sur la keynote de Sylvie Candé. Alors, je tiens d'abord à remercier Étienne et Alessandro pour l'organisation de ce colloque extrêmement riche. On l'a vu depuis ce matin. Sylvie Candé est une vieille connaissance et je suis très heureux d'avoir l'honneur et le plaisir de la présenter ici. Nous avons déjà eu l'occasion de nous retrouver à divers colloques. Alors, Sylvie Candé est écrivaine franco-sénégalaise. Elle est l'auteur de 3 collections de poésie. Gestuelle d'abord, publié chez Gallimard en 2016, qui a reçu le prix Louise Labbé en 2017. Elle a également publié La quête infinie de l'autre rive, épopée en 3 chants, chez Gallimard également, Continent noir, en 2011. Ce texte a reçu le prix Lucienne Gracia Vincent en 2017. Sous les auspices de la Fondation Saint John Perse. Et hier encore, je regardais sur YouTube justement la présentation de Sylvie à l'occasion de la remise de ce prix. Alors, ce recueil est paru également en allemand chez Matthes et Seitz avec une très belle traduction, Die unendliche Suche nach dem anderen Ufer, en 2021, et va paraître en anglais. L'un de ses premiers textes publiés également chez Gallimard, Continent noir, apparaît en 2000. Le titre Lagon, lagune, tableau de mémoire, avec une postface d'Édouard Glissant. Elle est aussi historienne. Elle a rédigé un essai sur les créoles de Sierra Leone pour le tome 9 de l'Histoire générale de l'Afrique noire. Son ouvrage Terre, urbanisme et architecture créole en Sierra Leone, 18e et 19e siècle, a été publié chez l'Harmattan en 1998. Il concerne la question justement du retour en Afrique des afro-descendants. Elle a aussi dirigé un ouvrage souvent cité par les spécialistes du métissage, un discours sur le métissage, l'identité métisse, Enquête d'Ariel. Ce sont des actes, des actes d'un colloque organisé à New York où on retrouve un très bel article justement d'Édouard Glissant et du Congolais Henri Lopez. Elle a présenté son travail donc poétique. Elle est à la fois essayiste et poétique au Kennedy Center for Performing Arts à Washington, D.C., et à l'ambassade de France à New Delhi, au musée du Quai Branly, ou encore au salon du livre de Genève. Elle est membre du Pan American Center et de l'association des anciens élèves de Louis le Grand, et elle enseigne en tant que spécialiste des études africaines à la State University of New York. Un élément aussi important par rapport à la problématique diasporique, c'est le travail de consultant qu'elle fait auprès de la Fondation mondiale pour le mémorial Gorée des Almadies et la sauvegarde de Gorée. Et dans ce cadre, elle est intervenue plusieurs fois aux Nations Unies, justement dans le programme de la construction de ce mémorial à Dakar. Alors, nous allons entendre Sylvie Candé sur une question, on va dire, sur laquelle souvent elle a déjà travaillé et publié. Donc, le titre de sa communication, c'est Autour du métissage des identités dans la diaspora africaine en France. Donc, Sylvie, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sylvain. Je voudrais tout d'abord remercier
les Afriques dans le monde, ainsi que la chère diaspora africaine, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour m'avoir invité à participer à ce colloque et de m'avoir fait l'honneur de me proposer d'en présenter la conférence principale. Dans ma chaire, l'autobiographie écrite par Katusha Nyan en collaboration avec Sylvia Deutsch et publiée chez Michel Lafon en 2007 est surtout connue pour le récit que la top modèle y fait de son excision en Guinée à l'âge de 9 ans et du travail militant qu'elle a mené plus tard contre cette pratique, d'abord avec sa propre organisation, Katusha pour lutter contre l'excision, et avec l'ONG Tostan, basée au Sénégal et sponsorisée par l'UNESCO. L'ouvrage regorge par ailleurs d'anecdotes sur le parcours personnel et professionnel dans la seconde moitié du XXe siècle de cette pionnière de la mode et de la haute couture qu'était Katusha. Elle y décrit son arrivée à Paris au milieu des années 60, alors que Paco Rabanne faisait scandale pour avoir employé Sandy Collins et Lisette Malidor dans ses défilés, et qu'Edmond Charles-Leroux, résistante, décorée de la Croix de guerre, future lauréate du concours et rédactrice en chef de l'édition française de Vogue, se voyait limogée pour avoir commandé une photo du mannequin africain-américain Doniale Luna pour la couverture du numéro de mars 66 du magazine. En préambule de son récit, Katusha, mêlant les temporalités et jouant sur les registres conscience, inconscience, intuition, se rappelle s'être alors dit qu'elle n'avait aucune chance de succès, je la cite, « D'abord, je suis noire et les noirs ne sont pas encore les bienvenus dans la mode. » Fin de citation. Pour ensuite évoquer son ascension professionnelle quasi immédiate, alors que la haute couture vit, et je la cite encore, un âge d'or et qu'une vague noire s'apprête à déferler sur la mode. Fin de citation. Son autoportrait est construit autour de la métaphore implicite du décousu. Les multiples morceaux de sa personnalité, qu'elle définit comme décontractés et bordéliques, s'additionnent en une sorte de patchwork, comme se juxtaposent sur fond de travail intense, occasion, chance, raté, malheur et rebondissement, sans téléologie particulière. Si cet esprit speedé pose parfois pour compter ses cohérences, au nombre desquelles sa blessure initiale, son amour pour ses enfants et sa relation avec Victor, un Français attaché à son sud-ouest, dit-elle, grâce auquel elle parvient à réconcilier, ce sont ses propres termes, ces deux cultures françaises et africaines, ces cohérences résistent mal à sa pratique de l'autodérision. Dans son récit, elle joue souvent sur le contraste de couleurs entre son entourage et elle-même, mais non dans le but de rédimer la différence qu'on lui prête en offrant le premier rire. Consciente en effet du différentiel de pouvoir qu'elle a acquis dans l'industrie de la mode, où un regard historiquement construit peut faire et défaire, Katusha a certainement contré les stéréotypes par son travail, son luxe et son humour. Mais ce qui l'a fait rire, elle et ses interlocuteurs, ses lecteurs peut-être, c'est la manipulation complice du stéréotype de couleur à partir d'une connaissance commune de son histoire et de ce qu'il pourrait signifier en d'autres temps, d'autres lieux et dans une relation de pouvoir différente. Dans une relation de pouvoir inversée. C'est à peu près au moment où Katusha, qui avait quitté la maison Yves Saint-Laurent, est rappelée par Monsieur, comme elle l'appelle, pour Couleurs du Monde, un défilé prévu avant la finale de la Coupe du Monde de foot au Stade de France, que Toni Morrison publie son roman Paradis. Comme Morrison l'explique dans un texte d'accompagnement, L'origine des autres, publié en 2017, elle a voulu, dans Paradis et les romans qui ont suivi, se donner une liberté et s'imposer un défi. Écrire au-delà de ce qu'elle appelle le fétiche de la peur, c'est-à-dire en s'abstenant d'employer des marqueurs de race pour décrire ses personnages, tout en informant ses lecteurs de sa stratégie. Stratégie à l'œuvre, par exemple, dans l'Incipit de Paradis, et je cite, « Ils abattent la blanche d'abord. Avec les autres, ils peuvent prendre leur temps. » Fin de citation. En fait, cette notation raciale qui explose dans les premières lignes du récit ne fait que brouiller l'horizon d'attente qu'elle aura généré. On ne saura pas directement en tout cas, qui est la blanche, qui ne l'est pas, dans cette communauté de femmes établie dans un ancien couvent. Au lecteur donc,
de sonder leur propre cœur et leur propre rein pour savoir si, frustrés par l'anonymat de cette première victime de l'essentialisme et du sexisme du voisinage, ils vont s'opposer à la technique de gommage racial employée par l'auteur et continuer à tenter de découvrir la blanche, ou bien si après tout, ils vont renoncer à cette enquête pour se concentrer sur la substance et la littérarité du récit. Morrison savait qu'ayant jusqu'alors peuplé nos imaginaires d'inoubliables personnages africains-américains, elle allait compromettre son image auprès du public et dans les cercles littéraires où sa puissance d'écriture, l'histoire d'où elle extrait son matériau et l'évidence de sa propre identification semblaient organiquement liées. De sa décision de refuser au lecteur accès à la race de ses personnages, elle dit dans L'origine des autres, je la cite, « Ça peut ne pas faire l'admiration d'autres auteurs noirs, ça peut ne pas les intéresser, mais je suis décidée à retirer ces crochets au serpent du racisme akatsu, à détruire et à discréditer le fétiche de la couleur, cette routine aisément disponible et en cela même réminiscente de l'esclavage. » Fin de citation. On constatera que tout élogieuse que soit restée la presse, elle a parfois estimé que l'auteur mûrissante s'engageait dans de surprenantes nouvelles directions, que sa fiction était désormais dense, répétitive et obscure, et je cite là le New York Times. Obscur, lui aussi, aimait Césaire avec sa syntaxe déconcertante et ses références culturelles peu accessibles aux élèves, selon Alain Boissineau, à l'époque directeur des lycées et collèges au ministère de l'Éducation nationale. Peu représentatif de la littérature française, Césaire qui se réclame de Mallarmé et dont la poésie converse effectivement avec le courant symboliste et aussi avec l'insurrection surréaliste, toujours enseignée dans les écoles, ce me semble. Difficile, lui qui définit la négritude comme cet élan particulier d'une immense passion pour la justice qui le porte vers tous les peuples défaits, vers l'homme juif, l'homme cafre, l'homme de Harlem qui ne vote pas. Si les nègres n'étaient pas un peuple de, disons, vaincu, enfin un peuple humilié, renversé l'histoire, je ne me revendiquerais pas du tout de la négritude, cela me paraîtrait insupportable, confie d'ailleurs à Jacqueline Lenner, ce poète qui, sa vie durant, s'est dit nègre pour mieux pourfendre tous les essentialismes. C'est que la race, comme la plupart des illusions que nous entretenons, est une idée simple, si apparemment primordiale qu'elle résiste superbement à l'épreuve du temps. Rendre compte au moyen de différences hiérarchisées d'un ordre du monde parfois divin, le plus souvent prétendument naturel, voire économique, l'idée de race ne s'embarrasse, elle, ni d'historicité ou de preuve, de rhizome ou d'aporie. Après coup d'une pensée du profit, dans laquelle l'esclavage, pour des raisons de rentabilité, en vient à être imposé exclusivement aux Africains, la race est bien un concept raciste, puisqu'il émane de l'idéologie, le racisme, qu'il invente, et pas l'inverse. Et du racisme, chaque crise accueille le ressassement, qui se charge de prévenir la distribution égale d'un bien construit comme rare, en péril, ou valable pour le petit nombre, à ne pas galvauder donc, par exemple, la civilisation, l'humanité, la citoyenneté. Le terrifiant succès de ce dispositif qu'est la race est marqué, à mon sens, par deux signes principaux. D'une part, la prescription itérative qu'il parvient à imposer, même aux discours qui veulent le contrer. En d'autres termes, l'antiracisme ne peut guère aujourd'hui se passer du concept de race. D'autre part, sa domination sur le regard, qui a appris à voir la couleur de l'humanité au travers des mots de la couleur des choses. Et ce regard vieux d'un demi-millénaire, il n'est pas impossible que l'Afrique puisse contribuer à le rafraîchir. Car voilà, le ver est dans le fruit, la race a toujours été post-raciale. Je précise qu'à mon sens, le post dans post-racial fonctionne de la même façon que le post dans post-colonial, c'est-à-dire que l'efficacité de ces notions ne dépend pas d'une décolonisation parachevée ou d'un racisme éradiqué. Et post-colonial ou post-racial, ce qui évoque l'irruption d'un nouvel imaginaire ou l'imitation tout contre l'ordre dominant, son différé ou sa différence, pour reprendre le concept de Derrida, le fissure cet ordre.
ou encore ceux qui évoquent la poussée d'un autre plausible, capable d'entrer comme un coin dans le statu quo antidiscursif et créer de l'interstice là où il n'y avait que du binaire. Tant et si bien qu'est post-colonial l'appel aux nations du monde de 1900, dans lequel W.E.B. Du Bois prononce sa fameuse prophétie. Le problème du XXe siècle est celui de la barrière de couleur, qu'il a sorti d'une glose moins souvent citée sur l'usage politique et économique d'un paradoxe. À savoir, écrit-il, jusqu'où les différences de race, qui tiennent surtout à la couleur de peau et à la texture des cheveux, serviront à priver plus de la moitié du monde du droit de partager le plus justement possible opportunités et privilèges de la civilisation moderne. Fin de citation. Tant et si bien qu'est post-racial l'Atlas catalan des frères Cresques, qui représente Mansa Moussa avec tous les signes de majesté et d'opulence qu'on lui prête dans le monde arabe et occidental de l'époque. Il tente, ces cartographes, de représenter aussi son altérité, mais on sent bien que les codes pour le faire ne sont pas encore disponibles. Car il anticipe la conquête, cet atlas. L'or est toujours aux mains des Africains, mais ne tire pas encore ces matériaux de la douleur des corps qui caractérisera, comme l'écrit Michel de Certeau, cartes et gravures relatant les hauts faits coloniaux. Nous sommes en 1375, 50 ans seulement avant le pèlerinage de l'empereur du Mali à la Mecque, 50 ans après le pèlerinage de l'empereur du Mali à la Mecque, 50 ans seulement avant le début des explorations portugaises le long de la côte africaine et, j'ose le mot, les premières collectes d'Africains. Il reste encore 2 siècles et demi pour que la fabrique de la race se mette à fonctionner. Lorsqu'une économie de plantation se met en place dans les Amériques, aux premiers Américains, dits Indiens, d'abord asservis, succèdent des Européens, sévèrement marginalisés, peu protégés par la loi ou frappés par elle, peut-être d'autant plus sévèrement que les besoins de main-d'œuvre s'accroissent aux colonies. Femmes seules, hommes sans emploi, sans papier, orphelins et prisonniers constitueront le gros des premiers engagés. L'historien Eric Williams déclare d'ailleurs dans un raccourci saisissant que dans le Nouveau Monde, le travail servile était brun, blanc, noir et jaune, catholique, protestant et païen. Selon ses estimations, les engagés y représentaient la moitié des immigrants venus d'Angleterre et 1/6 de la population de Virginie en 1683. L'exemple de la Virginie permet entre tous de comprendre la conception, la mise en pratique et les limites de la race dans le monde colonial américain. En 1619, les premiers Africains qui arrivent à Jamestown sont assimilés, en l'absence de lois esclavagistes, à des engagés, c'est-à-dire traités fort durement, sur une période limitée, à l'issue de laquelle, s'ils survivent, liberté, terre, nourriture, équipement et un fusil, toutes choses utiles à leur mobilité sociale, leur sont attribuées. Le parcours d'Antonio, kidnappé en Angola, est intéressant à cet égard. Il apparaît comme domestique, servant en anglais, dans le recensement de 1625, dans le recensement virginien de 1625, et fonde une famille dans la colonie. Devenu libre, il commence par se donner un nom de famille, puis acquiert des terres grâce aux engagés qu'il recrute. En 1650, sur les 19 000 colons de Virginie, 400 sont africains, et Anthony Johnson est l'un des 13 Africains de son comté à posséder une maison sur les 20 qui sont libres. Anthony Johnson sera responsable pour l'asservissement à vie, condition jusqu'alors sans précédent, d'un de ses domestiques qui l'accusait de n'avoir pas respecté la fin de son contrat d'engagé. Les juges ont en effet pris le parti d'Anthony Johnson, propriétaire terrien, plutôt que celui de son domestique. Sa plantation sera toutefois par la suite saisie lorsque des lois sur l'esclavage se mettent en place. Elles ont pour but de régler le problème de la compétition entre engagés libérés et élites terriennes autour des terres dites vacantes. Importer des Africains désormais asservis à vie et sans droit, plutôt que des engagés européens contractuels à qui terre est due, apparaît moins coûteux et apporte une solution au désordre occasionné par la solidarité et la socialisation entre engagés de toutes origines. L'esclavage, le droit pour une personne libre de posséder des esclaves, est légalisé en Virginie au début des années 1660 et aussitôt naturalisé par l'adoption
dans un pays de droit anglo-saxon patriarcal, d'un article de droit romain, partus vintrem sequitur, l'enfant a le statut de sa mère, l'enfant né d'une esclave est esclave. L'esclavage, cette condition arbitrairement acquise, est ainsi devenu en un tour de main héréditaire. L'accident devient une essence que la loi rend soudain visible à l'œil nu. Voilà qui résout également l'aporie juridique et conceptuelle que représentaient les enfants nés d'une union désormais prohibée entre pères européens et mères africaines. Si des mesures similaires ont été prises au même moment dans les colonies françaises d'Amérique, sous la forme de codes noirs de plus en plus restrictifs, comme l'a montré Louis Salamolins, que Christiane Taubira cite fréquemment dans L'esclavage raconté à ma fille, le métissage y est enregistré par la langue et le regard. On pense au tableau de Guillaume Létière, Le serment des ancêtres, et à toute la nomenclature qui sert à désigner les métis, Sambo, Griffe, etc. La langue et le regard divisent et subdivisent le groupe d'individus concernés, dont le statut fera aussi l'objet d'une série de mesures légales les privant de droits politiques. C'est d'ailleurs un des facteurs du déclenchement de la révolution haïtienne. Grosso modo, on peut dire que dans les colonies espagnoles et françaises, le système de classification raciale sera tripartite, tandis qu'en Amérique du Nord, il est resté jusqu'à très récemment binaire. Des lois interdisant la miscegenation, le mélange des races, mise en place dès la fin du XVIIe siècle, se sont bien perpétuées jusqu'en 1967. Mais curieusement, la loi dite de la simple goutte de sang noir n'apparaît que dans les premières décennies du XXe siècle. Tant que les témoins d'un sang noir coulant à flot dans les familles de l'élite plantocrate étaient vivants, une telle loi, empêchant de nombreux mariages, aurait sans doute représenté un véritable ethnocide pour les planteurs. Nous sommes là en plein Faulkner. Toni Morrison, spécialiste de Faulkner, a bien résumé ce fatras tragique en disant de la race qu'elle est un imaginaire génétique. Jamais adoptée au niveau fédéral, cette loi de la goutte de sang noir parachevait de verrouiller deux identités antagoniques et créait pour le long terme une économie de l'identité avec ses arcanes dont la méconnaissance pouvait être fatale. L'artiste conceptuelle et philosophe kantienne Adrienne Piper, dans un superbe essai intitulé « Passing for White, Passing for Black », rappelle que dans ce contexte historique et bien au-delà, un individu perçu comme blanc était peu tenté de reconnaître la plus infime portion de son ancestralité africaine, puisqu'il se serait vu immédiatement dépouillé des opportunités professionnelles et sociales associées avec son statut antérieur, et même châtié par son ex-communauté pour en avoir si traîtreusement profité. Quant aux Noirs, suffisamment blancs pour passer pour blancs, alors là c'est Amédée ou comment s'en débarrasser. Leur choix de mobilité sociale par le passing n'était pas sans risque grave, ni déchirement profond, car réprobation silencieuse et mépris, plus souvent qu'envie ou jubilation, de la part de ceux qui savaient, accompagnaient de loin le transfuge. Notons que sans même être tenté, le passing peut être imputé à ceux dont la physionomie, à ceux qui par leur physionomie, éducation ou fortune pourraient y prétendre. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, certains discours tendent à faire croire que la pensée est biologiquement produite. Je pense comme je pense, non pas parce que j'ai réfléchi pendant plus d'un demi-siècle, non pas parce que je suis lectrice passionnée de glissant, mais à cause de la texture de mes cheveux. L'origine des autres de Toni Morrison s'ouvre sur une anecdote significative à cet égard. La visite de la grand-mère, une matriarche 8R, qui au premier coup d'œil, jetée sur ses petites filles, Chloé et sa sœur, les juge altérées, endommagées, tempered. Toni Morrison, le nom d'auteur que Chloé s'est choisi,
reconnaît bien plus tard sa dette vis-à-vis de cet aïeul, dont les remarques sans appel ont impulsé cette investigation créatrice qui a informé son œuvre. Ce n'est pas par hasard que son roman Paradis met en scène une communauté africaine-américaine non altérée, composée de familles 8R, 8 Rock, qui ont fondé la ville de Ruby. Ce code fait référence à 8 profondeurs dans la mine, 8 générations successives qui ont sciemment refusé d'altérer leur couleur par haine de l'esclavage et des sévices dont les femmes ont été victimes dans cet espace-temps hors la loi. À un moment de crise à Ruby, l'obsession de pureté, la mâle rigidité des 8R les mène à froidement assassiner la communauté de femmes du couvent voisin qui les choque parce qu'elles ne s'embarrassent d'aucune convention de couleur, entre autres. D'où l'incipit du roman. Ils abattent la blanche d'abord avec les autres. Ils peuvent prendre leur temps. De cette violence qui interdit l'une à l'autre deux identités par définition co-constitutives, il n'y a pas de blanc sans noir et vice-versa, et se répand paradoxal et exponentiel dans le temps, James Baldwin a dit dans sa conversation avec l'anthropologue Margaret Mead, intitulée A Rap on Race, « Vous et moi avons produit, nous avons tous produit une réalité que nous ne pouvons absolument pas contrôler. Ce que nous appelons histoire est peut-être une manière d'éviter notre responsabilité pour ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le temps. » Fin de citation. Mais comment la race, en tant que phénomène historique, peut-elle perdurer en dépit de tournants majeurs tels que les abolitions ou le mouvement des droits civiques, les avancées dans la science ou du droit, perdurer et continuer de disqualifier beaucoup et d'assassiner trop souvent? Celui qui nous met sur la voie, c'est peut-être Michel de Certeau, qui dépasse la simple réponse qu'une méthode prescriptive de lecture des corps héritée de l'esclavage, c'est pour ainsi dire emballer, continuant diachroniquement de forcer une race sur ces corps. En proposant, je le cite, qu'il n'y a pas de droit qui ne s'inscrive sur les corps, il va plus loin. La loi et le nom, nous dit-il, ont à leur disposition une série d'instruments servant à l'extraction, au remplissage ou au contourage qu'ils appliquent sur la chair pour y graver leur message disciplinaire. Ce qui s'imprime sur les corps en fait des tableaux vivants des règles et des coutumes en vigueur. Ainsi, ces corps en viennent-ils à représenter la loi historicisée sur la scène de l'ordre social. Par parenthèse, voilà pourquoi passing n'a pas de traduction en français, de même que le mot métissage ne se rend pas bien en anglais. Mais pour en revenir à De Certeau, à quoi bon accepter cette torture, ce théâtre où je joue un rôle qui m'est imposé par la norme? Plusieurs raisons à cela, me dit-il. D'abord parce qu'il y a un récit pour prendre en charge le discours normatif, un récit qui inspire confiance. Dès avant le dit tournant narratif, De Certeau définit ce récit comme un texte articulé sur du réel et parlant en son nom, c'est-à-dire une loi historiée et historicisée racontée par des corps. Ce storytelling, dirions-nous, fait croire et produit à son tour de nouveaux récits. Deuxièmement, on l'accepte aussi parce qu'il est stipulé dans le contrat « Donne-moi ton corps et je te donne sens. Je te fais nom et mot de mon discours. » Enfin, devenir un mot identifiable et lisible dans une langue sociale se fait au prix de la souffrance, mais procure, dit-il, une étrange jouissance. La race est un bon exemple, me semble-t-il, de cette intextuation des corps qui, pour De Certeau, répond à l'incarnation de la loi. En d'autres termes, on ne naît pas dans une race, on l'intègre ou non. On voit bien d'ailleurs comment la loi, la science et la coutume s'allient pour produire des individus qui n'existaient pas comme tels auparavant, pas avant le XVIe ou le XVIIe siècle en tout cas. En fait, Making Up People est le titre d'un essai du philosophe Ian Hacking qui propose d'appeler nominalisme dynamique les effets sur les gens des classifications scientifiques ou légales qui les font émerger en tant que catégorie nouvelle. Il y a, nous dit-il, 7 moteurs utiles à l'émergence d'une telle catégorie. Décompter, quantifier, créer des normes, corréler, médicaliser, biologiser, généticiser. Résister à ce savoir est, à son avis, la seule issue possible à cet engrenage de la classification, même bien intentionné,
qui se grave dans nos chairs, s'enfonce dans nos esprits. Il s'agit de refuser de devenir corps à ce prix-là. Au-delà de l'artifice qui consistait dans mon introduction à corréler Katusha et Toni Morrison, leurs textes respectifs autour d'une date, 1997-1998, ce que j'espérais montrer, c'est qu'elles avaient résisté à la vulgate de la catégorisation des corps par la race. Lecture des corps dans la mode et défilé des corps sur la page, Katusha et Toni Morrison ont en partage une poétique du corps mise au péril d'un regard instrument. Leurs stratégies respectives sont en pièces. Volonté d'en découdre avec l'invisibilité et d'en mettre plein la vue pour l'une, détermination de neutraliser le fétiche de la couleur pour l'autre. Si l'appartenance à la race consiste bien en des marques gravées sur le corps de la victime ou du candidat à la reconnaissance du discours normatif, selon ma lecture de Certeau, l'une et l'autre se seront démarquées. Ce qui est difficile dans un monde post-racial, ce n'est pas la position philosophique qu'elles adoptent, c'est, comme le dit en substance le philosophe Anthony Appiah, la possibilité pour qui le souhaiterait de considérer sa peau comme une dimension personnelle qu'on peut gérer sans un script trop rigide, sans que les attentes et exigences des autres ne nous contraignent par trop. Si j'ai un peu longuement peut-être insisté sur la fabrique de la race en Amérique du Nord, c'est d'abord que j'ai passé la moitié de ma vie aux États-Unis et pour l'essentiel dans de dites communautés africaines-américaines. La race n'est pas pour moi une simple et passionnante question théorique, puisque mes enfants, qui pourraient passer pour africains-américains, sont de ce fait à la merci et sans provocation de leur part de potentielles violences institutionnelles. Je suis donc de très près qui est élu à la présidence, au Sénat et à la Cour suprême. Par ailleurs, le racisme en France est aujourd'hui plus que jamais pensé en termes de comparaison avec les États-Unis, avec parfois traduction quasi littérale de termes importés. Or, s'il y a nécessairement des points communs, après tout, la traite esclavagiste était de dimension globale, il faut aussi prendre en compte des subtilités, j'ai essayé d'en évoquer quelques-unes, et des différences notoires, au nombre desquelles le fait que l'esclavage de plantation, dans le cas des États-Unis, prenait place sur le territoire national, au plus près de l'intime, tandis que pour la France, il était pratiqué aux colonies, zone lointaine de non-droit, comme selon Odile Tobney. En métropole, il n'y a donc pas eu besoin d'un système de ségrégation pour perpétuer ce que McGettigan et Earl Smith appellent la farce de la race. C'est cette nuance que n'ont pas toujours saisie les expatriés africains-américains venus en France dans l'entre-deux-guerres, qui se félicitaient de pouvoir fréquenter qui ils voulaient, au vu et au su de tout le monde. S'il faut absolument comparer, regarder du côté de l'Afrique sous domination coloniale serait peut-être plus heuristique. Il reste d'ailleurs une étude linguistique à faire sur les modes de désignation des Européens en langues africaines. Pour autant que je sache, ces langues n'utilisent pas les adjectifs de couleur des choses pour ces personnes, mais leur statut ou conditions. Toubab, Bazungu, les voyageurs. Les récits concernant la condition des métis, qui dans certains cas ont joui de droits ou privilèges politiques importants et dans d'autres furent dépouillés de leurs droits et on attend toujours aujourd'hui la restitution, pourrait éclairer d'autres modalités de cet imaginaire génétique. On pense à Henri Lopez et à ses fresques métisses, dont l'optimisme festif et le pleurer rire illustrent ce qu'écrit De Certeau sur la souffrance et l'étrange jouissance qui accompagnent le devenir mot de soi dans une langue sociale. À lire également le roman largement autobiographique de Françoise Thierry, Sous le rideau, la petite valise brune, publié chez Méo en 2017, qui retrace le cheminement ardu de France, une métisse belgo-burundaise. La narratrice montre comment le système colonial moribond, qui l'a arraché très jeune à sa mère et à sa terre de naissance pour la faire adopter en Belgique, l'a privée de la mémoire de soi. Retrouver cette mémoire est l'enjeu imparfait, imperfectif, du récit qui décrit à la fois l'épreuve du dédoublement de France en deux parts, engagées l'une contre l'autre dans un combat titanesque, mais aussi le rôle de l'art de l'oubli dans leur rapprochement. Car l'oubli peut être, selon l'expression du poète Bernard Noël, le pays natal. Au reste, pour nous libérer de la race, il s'agit de travailler à changer nos récits, à changer notre regard. Rappelons-nous la morale de peau noire, masque blanc.
Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. En considérant toutefois le lieu où apparaît cette phrase dans l'essai de famille, tout au bout, à la suite d'une étude fulgurante des pathologies réciproques du racisme. En changeant nos récits, comme l'ont fait entre autres Toni Morrison, Édouard Glissant, Christiane Taubira, nous pouvons changer la réalité. Non seulement en posant aux lecteurs des questions difficiles sur leurs présupposés, je pense ou en créant un éventail plus large et plus complexe de modèles d'identification. Je pense à Ludovic Janvier et sa confession d'un bâtard du siècle, contre ce que Chimamanda Adichie appelle les dangers d'un seul récit. Mais aussi en questionnant le bien fondé du fort intérieur, de l'aspiration à la cohérence narrative de nos vies, qui semble pourtant bien légitime. En nous racontant de meilleures histoires, nous pouvons apprendre le devenir étranger, la proximité avec les autres, tout en restant nous-mêmes. C'est, je crois, ce que dit Christiane Taubira à sa fille en ces termes, et si je l'appelle de cette façon un petit peu cavalière, c'est en tant qu'auteur du livre L'esclavage raconté à ma fille. Je la cite. Comme dans ce beau roman de Ralph Ellison, je suis transparente pour tous ceux, racistes et philanthropes pressés, qui somnolent dans le confort de leur certitude en miroir. Choisir ma filiation, épaissir la densité de ma présence au monde est l'un de mes privilèges. Enfin, s'il y a un récit de vie, et comme le propose Jerome Brennan, une subjonctivisation des affirmations quotidiennes, ces nouveaux récits construiront de nouveaux ponts entre ce qui est établi et possible. Et ils peuvent donner à une époque les moyens d'imaginer un changement de normes légales ou sociales. Jerome Brennan cite d'ailleurs La case de l'oncle Tom et l'œuvre de John Steinbeck. Pour moi, l'un des plus grands romans de la subjonctivisation des affirmations quotidiennes reste En famille de Marine Dial, qui analyse avec une finesse extraordinaire les stratégies de la famille provinciale qui pour se défendre, qui se défend des revendications d'appartenance de famille à ce groupe dont elle fait partie, mais où elle paraît évidemment étrangère sans qu'elle-même n'en comprenne la raison. Une des réussites majeures de ce roman, c'est de traiter de métissage sans jamais en parler, puisque ce concept n'existe que si l'on souscrit à l'idée d'une pureté raciale originelle, troublée par la rencontre. Et parce que le roman ne nomme pas le métissage, il a valeur de méditation universelle sur l'exclusion. L'heure avance, finissons par le commencement comme il se doit, et évoquons les non-dits de la biographie que notre ami Silver a composée. Au cours d'un très bel entretien, on m'a posé une question, une véritable question, c'est-à-dire une qui à la fois me demande de réflexion et me travaille au corps. C'est la suivante. Sommes-nous, en tant que personnes racisées, contraintes, consciemment ou inconsciemment, d'aborder la question de la race dans notre travail? Dérangeante question pour moi par sa forme même. Vivant en milieu anglophone et dans un isolement relatif, je n'avais pas eu jusqu'alors l'occasion d'utiliser le mot racisé. Il m'a fallu le garder en bouche quelque temps, le grumer, le mâcher et en saisir la qualité. Âpreté et amertume incontestablement dominaient. Ce n'est pas, vous vous en doutez, que la race ne se soit pas trouvée sur mon chemin. Né au moment où l'empire colonial français s'effondrait, j'ai connu le feu au square de ma cité de banlieue. Très vite, je me suis rendu compte que j'étais perçue comme le symbole d'un rapport colonial que personne ne voulait plus assumer. Et il y avait une grande solitude dans cette conscience. Il me semble d'ailleurs que je peux exactement mettre le doigt sur l'instant où tout bascule. Et c'est lorsqu'un enfant me désigne comme mulâtresse. Un mot que j'ignore encore et dont je m'empresse de demander le sens à ma mère, elle qui connaît tous les mots du dictionnaire. Mais cette fois-là, elle m'a regardée sans répondre. À cet instant que dans mon récit de vie j'appelle la chute, s'effondre le monde d'innocence où je vivais en compagnie de 2 parents, dont les différences de voix, de profession, de couleur, de taille n'étaient ni connotées, ni hiérarchisées. Et je découvre sur ma propre personne, dans ma chair,
la race au travail. Et il me semble que je n'ai jamais cessé d'être à la recherche de ce paradis qu'à 5 ans, j'ai perdu. J'utilise l'expression en écho au roman de Toni Morrison. Une autre image m'est venue à l'esprit, c'est celle du grand môme, parcourant le monde pour retrouver le chemin de la fête à laquelle il sait avoir un jour participé. Oh, bien sûr, dans cette quête, j'ai parfois donné à ma colère, regrettant que les institutions républicaines, l'école en particulier, ne fassent, comme c'était l'usage à l'époque, aucun cas de l'esclavage, des colonisations, et du même coup n'aient pas légitimé ma présence dans la nation, ma cité, mon quartier. Un temps précieux a été perdu. Il aurait fallu informer le public des bénéfices réalisés par la traite et la colonisation. L'invitation qui avait été faite à la main-d'œuvre africaine de venir moderniser la France, leurs conditions terribles d'hébergement. Mais il n'est pas trop tard pour le faire, car la pensée occidentale ne se confond pas exactement avec la pensée coloniale. Et il y a tout un héritage dont on peut se servir. Pensons à tous ceux et celles qui ont entrepris ce travail hautement risqué, ce travail anticolonial, décolonial hautement risqué, les Victor Schœlcher et Georges Clemenceau, Albert Londres, Jean-Paul Sartre, Alioune Diop, Frantz Fanon, ainsi que Paco Rabanne, Yves Saint-Laurent et Katusha, sans oublier Brigitte Lenné, Edmond Charleroux. En honorant leur contribution, nous nous augmentons. Toujours est-il que dans mes emportements nécessaires, je n'étais pas, et je le savais, la meilleure version de moi-même. Et pour réfléchir sur l'usage politique du théâtre de la colère, dans toutes ses ambiguïtés, je me tourne de nouveau vers Adrian Piper, qui écrit dans l'essai précité. Comme la colère est justifiée, l'autre se sent tout de suite coupable. Mais parce que la cible est circonstancielle et parfois arbitraire, son sens de la justice est mis à mal. L'autre se sent injustement accusé ou harcelé et aussi plein de remords ou de honte pour être le genre de personne qui pourrait avoir provoqué l'accusation. Évidemment, le bouc émissaire qu'elle imagine a accès à des sentiments sophistiqués tels que la honte. Il reste qu'un sens de la justice trop aiguisé peut parfois créer de l'injustice. J'ai eu cette chance que beaucoup n'ont pas, transformer ma révolte en poursuite académique et esthétique. J'ai fait de belles rencontres. L'enseignement de Catherine Kokri-Vidrovitch m'a apporté, entre autres, de précieux éléments de réponse aux questions que je me posais sur ma place en famille. Ses commentaires sur les travaux de Chrétien, Mercier-Amsel, qui déconstruisaient l'ethnie, ont attiré mon attention sur le fait que la catégorie métisse avait été construite comme une ethnie, hypothèse que j'ai développée avec le colloque sur le métissage que j'ai organisé à NYU en 1999. En préparant le discours d'ouverture pour ce colloque-là, j'ai commencé à écrire Lagon Lagune, tableau de mémoire, afin de mettre dans une forme poétique libérée ce qui n'aurait pas été reçu dans un cadre académique. J'ai envoyé ce manuscrit à Édouard Glissant à cause d'une phrase qu'il écrivit dans Intention poétique. Je la cite. « Il faut que la damnation de ce mot, métissage, nous l'inscrivions énorme sur la page. » Ce visionnaire m'a fait l'honneur d'écrire la postface de ce premier recueil, alors qu'il ne s'intéressait nullement au métissage. Y voyant une condition unique et privée au mieux, une illusion génético-sociale en tout cas. Il était, lui, préoccupé par ces grands brassages chaotiques de peuples aux conséquences imprévisibles qu'était la créolisation. Même si je n'avais pas tort de travailler à remettre la question du métissage dans l'histoire et à chercher la forme par laquelle l'exprimer, lui avait absolument raison. Et il m'est apparu bientôt que le métissage commençait d'être esthétisé aux dépens de la migration qui en était le préalable. Et là encore, la métaphore du migrant que Glissant déploie pour rendre compte de la conquête, le migrant armé, de l'installation, le migrant familial, de la démunition créative, le migrant nu dans la cale du négrier, est une ressource valable pour tous, pour penser sans recours au fétiche de la couleur, notre humanité commune, à l'épreuve de constants déplacements et rafraîchissement du langage.
Peau noire, masque blanc, on s'en souvient, se termine sur un cri. « Oh, mon corps, fais de moi toujours une personne qui interroge. » Si ma conclusion, elle aussi, prend cette forme, c'est qu'il n'y a que le cri pour manifester la volonté d'échapper au corps glorieux, de prendre sa liberté par rapport à la loi du nommé, si j'ai compris de certains. Prendre sa liberté, c'est par là même prendre la responsabilité, amère souvent, du vivre ensemble en sachant. Ainsi, Baldwin rappelait à Mead qu'il pouvait à tout moment tomber sous les balles d'un policier qui ne lui demanderait même pas son nom, lui qui n'avait jamais commis aucune violence. Il a ajouté « Et pourtant, je suis responsable, non de ce qui s'est passé, mais de ce qui peut se passer. » Fin de citation. Ce que je crie ce soir, c'est que le discours de la race, de quelque provenance qu'il soit, ne saurait nous décoloniser. Ce que je dis tout franc, l'effacement du terme race dans la Constitution, nourri par toute la polémique qui s'est faite autour de la loi Taubira en 2001, représente, avec les premières élections non raciales qui ont porté Nelson Mandela au pouvoir et celles qui ont porté Barack Obama au pouvoir, est un changement de récit essentiel. Il s'agit maintenant de faire ensemble une révolution digne de Copernic, un saut de l'ange dans des eaux opaques, désapprendre à voir ces races que l'esclavage et la colonisation nous ont enseignées. Ce n'est pas là ce que l'anglais appelle color blindness, l'aveuglement racial. C'est affaire de probité. Les différences épidermiques que je crois voir chez les autres ne me disent rien, presque rien sur eux. À nous tous qui voyons autour de nous monter la haine des autres et la pensée à la fois molle et corrosive de l'entre-soi, il nous incombe de combattre le racisme qui tue, sans la race qui déshonore. Merci. C'est nous qui te remercions, Sylvie, pour ce discours très profond qui est un tour de force de l'histoire de la race de plusieurs siècles pour finalement aboutir à un appel de changer nos récits, de désapprendre la race, un appel que je ressens profondément parce que il y a dans ta présentation aussi bien le discours scientifique, mais aussi une touche personnelle. Et je dois avouer que j'ai été plus touché par cette touche personnelle, par ce discours profond qui vient de la poétesse, bien sûr, de l'écrivaine, bien sûr, mais aussi de l'expérience, on peut dire, de la race, finalement. Et ma question, disons, ma première question est justement de réfléchir ensemble sur ces conditions de possibilité de se libérer de la race. Parce que c'est l'une des thèses, de mon point de vue, les plus fortes de ton discours. Et tu cites plusieurs possibilités, notamment changer nos récits, changer la réalité, croiser nos regards, croiser aussi nos récits. Mais en même temps, tu sembles, comment dire, montrer l'impossibilité justement de ce changement. Parce qu'il n'y a pas une forme de contradiction entre cette vision plus ou moins idéaliste ou idéale et cette réalité qui finalement nous ramène plus ou moins à penser la race ou à penser à partir de la race. Oui, c'est-à-dire que l'historienne en moi qui peut dater, ou qui s'efforce de dater l'origine de la race est optimiste. Si on peut dater le début de quelque chose, on peut dater la fin, on peut même travailler à précipiter la fin du phénomène.
poétesse en moi dit voilà. Ouais, la Terre est plate, on marche dessus, on ne tombe pas. La science nous dit, et elle a raison, euh, que la Terre est ronde. Le poète nous dit, la Terre est bleue comme une orange. C'est ça que j'ai essayé de dire. Alors, évidemment, je comprends, je comprends en tant que critique, mais il y a également une question sur laquelle je souhaiterais revenir parce que l'historienne a fait aussi un peu revenu sur cette construction de la race à partir de l'histoire coloniale, de l'histoire de la rencontre entre l'Occident et le reste du monde. Cette histoire de la race est aussi synonyme d'histoire du métissage. Et tu as cité Glissant, Césaire, Appiah, Lopez, Du Bois, Toni Morrison, on va dire James Baldwin, presque tous ces grands penseurs finalement du métissage, avec chaque fois un angle différent. Si je regarde deux grands penseurs du métissage, mais qui ne parlent presque jamais du métissage, je pense à Glissant avec sa créolisation, à Césaire avec sa négritude, on, on a l'impression finalement qu'on ne peut pas, ou pour mieux penser la race, il ne faut pas utiliser cette notion de race. Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est le passage obligé finalement de penser la race? Ne pas la nommer. Oui, ce que je vois de commun entre eux et ce qui est aussi la stratégie littéraire de Toni Morrison, par exemple. La stratégie littéraire de Toni Morrison repose sur toute une réflexion antérieure sur la race. Et le métissage est intéressant de ce point de vue-là. C'est là qu'était sa subversivité avant qu'il ne devienne un métissage esthétique qui fait vendre, etc. C'était là qu'était sa subversivité, c'est son aspect subversif, c'était que justement, il ne pouvait que déconstruire la race. On voit que ce n'est pas du tout un concept universel, il ne se nomme pas de la même façon. Il y a des zones, les États-Unis par exemple, ce que j'ai essayé de montrer, où il n'est pas nommé, il n'existe pas. Et pourquoi ça veut dire que la façon de le voir n'est pas universelle. Si ce n'est pas universel, il y a une aporie ici. Et donc après, on remonte. Hein, c'est vraiment une démarche orphique. Hein. On descend, et puis on remonte. Et à ce moment-là, quand on remonte, on est obligé de tirer les conséquences de ce qu'on a trouvé. Et les conséquences, c'est de dire contre l'évidence. Hein, c'est vraiment, c'est pourquoi je parlais de Copernic, c'est vraiment le géocentrisme et l'héliocentrisme. Oui, on voyait que la Terre était plate, etc. On pouvait le voir, on pouvait le prouver. Mais bon, et on voit la réalité au travers de récits. On s'organise au travers de récits. Et c'est la raison pour laquelle il est important de changer ces récits. Et si on change, n'est-ce pas, le statut de la race dans ces récits, on changera la façon de voir le monde. Alors, la question, c'est les applications immédiates. Évidemment, ce que je propose, ce ne sont pas une série de mesures que l'on peut prendre contre les brutalités policières, contre les formes de discrimination. Mais est-ce que ce n'est pas ça que je cherchais de toute façon? Et il nous faut des visions pour avancer. On n'avance pas par série d'à-coups, il faut avoir
des visions. Et on n'avance pas linéairement. On peut reculer pour mieux avancer. On peut faire des sauts qualitatifs dans l'histoire de la pensée. Et je pense que les visions telles que celle de Césaire ou celle de Glissant, les démarches telles que celle de Toni Morrison sont importantes dans cette et risquées, hein, c'est aussi ce dont je voulais parler avec Toni Morrison, risqué parce que ça peut décevoir, ça peut être conçu comme une trahison, ça peut même être du CQFD. Mais je pense que là est le courage. Il y a un courage dans renoncer à ce dont on sait qui est faux et destructif, même si c'est commode. Même si c'est commode, ça arrange, on s'arrange autour, on crée des récits. Alors arrêtons ces récits, redirigeons-les. Pour prendre en considération des choses tout à fait différentes. La volonté de certains de voir reconnues les discriminations dont ils ont été victimes. Mais garder à l'esprit le fait qu'on veut reconstituer cette fête. On veut tous y assister. Et on va trouver le chemin. Et je pense que des rencontres comme les nôtres, justement, sont un passage, sont justement une voie pour l'écriture de ces nouveaux récits, de restituer plus ou moins la complexité, finalement, de l'histoire. Alors, dernière question, avant de céder la parole au public. Je souhaiterais revenir sur le post-racial et le post-colonial. Ce sont deux concepts qui font couler beaucoup d'encre. Souvent qui sont perçus comme une forme ou interprétés comme une forme de repli identitaire parce que justement le postcolonial signifie pour certains nécessairement uniquement contestation d'une hégémonie, contestation d'un ordre du discours, alors que, comme tu le dis si bien, c'est aussi irruption d'un nouvel imaginaire. C'est aussi proposition d'une lecture complexe ou plus complexe de l'histoire. Donc, je souhaiterais uniquement que tu reviennes un tout petit peu là-dessus pour nous préciser ta position. Oui, mais je crois que les notions de post-colonialisme se sont d'abord anciennement colonisés par l'Angleterre, en particulier l'Inde, mais se sont étendus, en particulier pour faire référence aux intermédiaires, à ces classes intermédiaires, n'est-ce pas, qui étaient dans l'imitation du colonial, mais qui, en le faisant, ont créé une image du colonial qui était considérée par le système colonial comme une caricature, mais qui fissurait l'idée d'étanchéité entre les deux mondes, n'est-ce pas? Ils nous imitent jusqu'à où? Qu'est-ce qu'ils imitent en nous? Et ça rend très bien compte du fait que dans la lutte anticoloniale, dans le processus d'indépendance, il y a c'est tout un magma, évidemment, il y a toutes sortes de forces à l'œuvre, mais des groupes d'intérêt très importants sont les intellectuels, les instituteurs. Ils ne sont pas les seuls, loin de là. Mais ils ont une présence. On parlait des tirailleurs, je crois que c'était ce matin, des tirailleurs donc démobilisés. Certains sont restés en France, certains sont restés en France et puis sont retournés avec toute cette expérience accumulée de mobilisation politique.
Et ça a été un ferment, n'est-ce pas, pour les revendications d'indépendance par la suite. Donc le post-colonial, et il y a une ambivalence dans ce terme post, parce que eh bien, on peut penser que ça se passe après, hein, après la décolonisation, alors que bon, les relations de pouvoir se sont modifiées, ont changé, mais il y a des reliquats, etc. etc. Donc la colonisation n'est pas complètement... Peu importe, peu importe. On ne peut pas progresser, on ne peut pas penser de cette façon linéaire. D'une certaine façon, rien n'est jamais fini et rien n'est jamais commencé. Le poste n'indique pas la fin, mais justement l'émergence de quelque chose, d'un nouveau discours qui vient miner le premier, mais qui en même temps limite. Et c'est ça la richesse que peut recouvrir ce thème, parce qu'il recouvre toutes sortes de choses. Il est vraiment à la mesure du fait que nous ne vivons pas dans des mondes étanches et que le passé colonial lie plus qu'il ne sépare. On le voit à tous les niveaux, au niveau de la langue, etc. Donc je m'étonne un petit peu qu'on ait peur du terme, parce que je le trouve relativement commode pour penser ces subtilités et pour justement dépasser le binaire. Alors le décolonial en fait critique le post-colonial en disant que finalement le post-colonial ça ne concernait qu'une élite, c'était limité à une région géographique du monde, peut-être une révolution de palais, c'était une révolution de palais. Le décolonial, quant à lui, veut davantage retourner à un ordre qui avait été interrompu. Donc, voit plutôt l'histoire sur la longue durée, avec le moment, pour ce que j'en comprends, le moment colonial comme une interruption de peu d'importance. Et qu'il est possible de récupérer les savoirs indigènes, etc. etc. Je crois que je traduis l'anglais là, indigenous, les savoirs locaux, les croyances locales, et qu'elles peuvent parfaitement remplacer les savoirs occidentaux. Je ne crois pas que je sois complètement d'accord avec ça, mais je trouve que bon, tout ça sont des écoles qui sont intéressantes pour nous aider à penser. Je ne vois pas pourquoi en avoir peur. Je pense que il y a d'autres choses dont on doit avoir peur, et la race, enfin, n'avoir peur. Il y a d'autres choses qui sont, oui, terrifiantes et contre lesquelles il faut avoir quelque chose à dire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Merci.